En 1992, la philosophe jamaïcaine Sylvia Wynter faisait paraître un texte sous forme d'une lettre ouverte à ses collègues, intitulé No Humans Involved. Cette formule, elle l'emprunte à l'administration judiciaire de Los Angeles qui l'employait pour désigner les cas où étaient impliqués des jeunes hommes noirs. Cette logique, qui veut que là où se trouvent les hommes noirs ne se trouve pas l'humain, semblait, selon elle, trouver son pendant dans les recherches universitaires. En effet, les intellectuels, selon elle, semblaient désormais refuser de lier leur destin à celui de ceux qu'elle nommait les nouveaux pauvres, c'est-à-dire les jeunes hommes noirs, chômeurs ou travailleurs pauvres, habitant les centres-villes des États-Unis. La séquence marxiste, qui tenait les exploités pour moteurs du changement historique, semblait bel et bien close. Les nouveaux pauvres attiraient à eux la commisération, mais non pas l'espoir ou la stratégie politique. Cette attitude intellectuelle me semble toujours régir la manière dont nous traitons l'épidémie en cours. On préfère voir dans le coronavirus lui-même un sujet de l'histoire, un moteur du changement historique, là où ses principales victimes sont vues comme des êtres passifs, des cadavres en sursis. Or, le but de mon propos aujourd'hui serait de remettre les hommes noirs en position de sujet de cette histoire. Pour cela, il me faut commencer, je crois, par contester le mythe d'une égalité de tous face à ce virus. Le mythe selon lequel le virus ne discrimine pas, touche indifféremment n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Cette proposition n'est que pure idéologie, au simple sens de Marx. Une uniformisation, une unanimisation artificielle qui efface les intérêts spécifiques et particuliers d'un groupe exploité. Même l'administration états-unienne ne s'y trompe pas. Le 7 avril dernier, le docteur Anthony Fauci, qui est le directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, rendait compte de la vulnérabilité spécifique des populations noires face au Covid. Le président Trump lui-même l'admettait. Ce virus a tué plus d'hommes noirs que de représentants de n'importe quel autre groupe démographique aux États-Unis. Il y a entre 2 et 3 fois plus de victimes noires du Covid. L'explication du docteur Fauci tient en un seul mot: comorbidité. Dans sa bouche de médecin, cela signifie une chose très simple. Les personnes noires, et notamment les hommes noirs, présentent un certain nombre de pathologies à des taux très élevés qui aggravent fortement l'exposition au coronavirus et les conduisent plus facilement à la mort. Le diabète, l'hypertension, l'obésité, l'asthme. Évidemment, il faut se demander pourquoi les Africains-Américains sont particulièrement sujets à ces pathologies. Mais je crois que cette question, si elle est nécessaire, n'est pas encore suffisante. Il faut aller plus loin et comprendre, je crois, le concept de comorbidité de manière tout à fait différente de la façon dont le docteur Fauci l'a employé. La tendance aux maladies chroniques, en effet, n'est qu'une partie, une petite partie de la morbidité essentielle de la vie noire en Amérique du Nord et à travers le monde. Comme l'a montré le philosophe Tommy Curry, il y a une vulnérabilité spécifique des hommes noirs, qui sont sujets au plus haut taux d'emprisonnement aux États-Unis, qui sont sujets à une très faible mobilité sociale, à une pauvreté endémique, qui sont surreprésentés parmi les SDF, qui sont surreprésentés parmi les positifs au VIH, qui sont aujourd'hui, on a de nombreux cas qui nous sont rapportés,
jetés dehors des grandes surfaces, parce qu'ils ont couvert le visage d'un masque. Cette criminalisation conduit les vigiles à les voir, à les percevoir pour des menaces, là où ils tentent simplement de se protéger eux-mêmes et de protéger les autres. Depuis longtemps, depuis l'origine même de la modernité, la vie des hommes noirs est définie comme jetable. C'est un symptôme de ce que les spécialistes de l'esclavage, en sociologie, en histoire, en anthropologie, Claude Meillassoux, Orlando Patterson, ont qualifié de mort sociale. La mort sociale est la condition des esclaves à la faveur de laquelle tout accès à des droits est nécessairement médiatisé par l'arbitraire du maître, est nécessairement dépendante du bon vouloir du maître. Là est, je crois, la véritable comorbidité. Le virus ne s'ajoute pas seulement à des pathologies, il s'ajoute à une véritable mort sociale, à une exclusion structurelle du bien commun, à une exclusion structurelle de la société civile, où l'accès aux soins dépend du bon vouloir d'un médecin, d'un infirmier, où la pauvreté est omniprésente et où le travail sous-qualifié, à risque, est la norme. Les grandes civilisations, la démocratie athénienne, l'Empire romain, l'Empire ottoman, les royaumes français, britanniques, espagnols, la démocratie américaine. Tous ces moments qui, respectivement, ont pu être des moments de liberté politique, de créativité artistique, intellectuelle, d'inventivité scientifique, tous ces moments de notre histoire ont été accompagnés par l'exploitation, la déshumanisation des esclaves. Plus ou moins silencieusement, les esclaves ont fondé le socle de l'exercice de l'intelligence, de la liberté, de l'influence diplomatique. Aujourd'hui, dans cette période de confinement, où nous prétendons avoir accès au monde entier depuis nos salons, nos chambres, nos cuisines, nos esclaves, ce sont les travailleurs essentiels, les nouveaux pauvres, les no humans involved, les hommes noirs qui portent ces bleus de travail, ces tenues de livreurs, et qui soutiennent, par leurs efforts et par leur surexposition à la mort constante, qui soutiennent notre société civile, qui soutiennent notre accès à la survie et notre protection du danger invisible qui rôde dans nos rues. Les philosophes se demandent aujourd'hui si l'après-Covid sera différent de l'avant. Mais pour les Noirs, pour les hommes noirs, même le pendant le Covid n'est pas différent du reste. La même mort sociale, la même jetabilité, la même fongibilité, c'est-à-dire le fait d'être considéré comme une marchandise, jetable, échangeable, remplaçable, qui caractérise l'existence de l'esclave, mais qui caractérise également celle de nos travailleurs essentiels. Cette même situation d'exposition au risque est toujours la norme de la vie quotidienne de très nombreux hommes noirs aujourd'hui. Le changement ne viendra que lorsque nous formulerons clairement notre refus d'être traités comme des esclaves, comme des déchets par le reste du monde. Vouloir le changement d'une telle société, toutefois, c'est encore désirer sa perpétuation. Et il n'est pas sûr que cela soit souhaitable. Comme le disent les philosophes David Marriott ou Frank Wilderson, nous avons certainement besoin d'une rupture plus profonde encore.